Bonsoir, Thalassa vous invite ce soir à naviguer sur l'un des plus beaux deltas du monde. Entre rizières et marchés flottants, entre canaux et sampans, ce soir vous avez rendez-vous à Saigon, dans le delta du Mékong. C'est un Vietnam résolument dynamique que nous avons choisi de vous montrer. Le pays a tourné le dos à son passé, ne connaît pas la crise et prend une revanche sur l'histoire au point d'être l'étoile montante de toute l'Asie du Sud-Est. Le Vietnam a le vent en poupe, alors ce soir je vous emmène à la rencontre de Saigon, l'intrépide. Intrépide et trépidante. Une ville jeune qui bouge tout le temps. Avec ses 10 millions d'habitants, Saigon éclipse toutes les autres cités du pays. Au point de faire oublier qu'elle s'appelle Ho Chi Minh Ville depuis 1975. Pour les Vietnamiens, quand ils disent Thành phố, la ville, c'est Saigon. Saigon qui ne renie rien, surtout pas son passé. La nostalgie d'un temps révolu est même devenue l'objet d'un commerce fleurissant. Les touristes sont de plus en plus nombreux à succomber au charme rétro de la ville. Un tourisme couleur Indochine. Ce sont les principaux acteurs de la vie autour du Mékong. À la barre de leurs petits bateaux de transport, ils assurent toutes sortes de livraisons indispensables au quotidien des habitants. Nuit et jour, ils vivent par et pour le fleuve. À la pointe sud du Vietnam, les pêcheurs de Camao ont trouvé un trésor. On les appelle les Black Tigers, ce sont les crevettes les plus réputées au monde. Totalement naturelles, parfaitement bio, ils s'en vendent 300 000 tonnes par an. C'est une saison que l'on espère et que l'on redoute. La mousson tant attendue qui irrigue les rizières. Mais une mousson qui peut être aussi dévastatrice. Chaque année, on se prépare à sa venue entre espoir et crainte. C'était terrible, indescriptible. J'étais piégé dans l'eau. Tout à l'heure, vous retrouverez Laurent Bignolas qui vous mènera dans le delta croiser quelques Français qui ont choisi de s'installer au Vietnam. Pour commencer, cap sur la grande capitale du Sud, Saigon. Au cœur du delta du Mékong, la cité collectionne tous les superlatifs. La plus peuplée, la plus dynamique, la plus innovante, la plus douée et surtout la plus jeune. Quels sont les espoirs et les rêves de cette jeunesse décidée à en découdre? Comment vit-on dans cette ville tourbillonnante où tout est possible? Nous partons pour Saigon la jeune. « 6 heures du matin. Sur la rivière Saigon, c'est l'heure où s'évaporent en douceur les rêves de mystères d'Orient et de parfums d'opium. L'imaginaire va faire place à la réalité. Saigon est une ville de tradition et de modernité. Des buildings qui poussent comme des champignons, des enseignes internationales, des gratte-ciel ultra-modernes, la mégalopole ne cesse de s'étendre en battant des records de croissance. En quelques siècles, les hommes venus de toutes les mers et les rivières ont transformé des marécages en capitale économique. Débarquement au cœur de la ville, dans le luxueux quartier des affaires. Au bord de l'eau, un photographe en plein boulot. Dans le décor, une maison orange historique. Le port du Dragon, d'où Ho Chi Minh est parti faire son tour du monde en 1911. Pour les Saïgonais des générations précédentes, comme celle de mes parents, ça fait partie des os et du sang de cette ville. C'est un symbole de Saigon. Notre génération à nous est la génération du futur, de l'avenir. Nous devons transformer Saigon, transformer l'image de Saigon aux yeux du monde, tout en conservant nos traditions profondes. Je suis vraiment chanceux d'être né dans cette période de transition, entre le passé et la modernité. Toum a 26 ans, il est photographe et caméraman freelance. Après son shooting pour un magasin de mode, il est OK pour nous emmener chez lui.
l'occasion de découvrir la spécialité de Saigon, sa circulation. Un torrent, un flux ininterrompu et anarchique. 4 millions de scooters tournent en boucle dans tous les sens de la ville. Ici, la conduite est un art, chaque rond-point est un défi, chaque carrefour est un challenge. Comme dans un gigantesque banc de poissons où ça passe, sans casse. Toum habite dans le premier district de Saigon. Une vraie maison dans un quartier plutôt aisé. Toum vit ici avec sa mère, Van. Bonjour. Chic, dans cette famille, certains parlent français. Ils sont de moins en moins nombreux depuis la fin de l'Indochine. Il y a aussi Hung, le père. Bonjour. La petite sœur, Fifi. Hello. Et la vénérable grand-mère maternelle. Trois générations sous le même toit, en attendant la quatrième qui vivra aussi ici. C'est normal ici. Les gens, quand ils se marient et fondent une famille, restent vivre avec leurs parents. Comme ça, plus tard, ils peuvent s'en occuper. Tu vas rester jusqu'à quel âge? 2 ans ou 3 ans après mon mariage. Parce que la relation entre ma femme dans la future et ma mère, ça sera un peu dur. C'est comme ça la tradition au Vietnam. Et on dit ở giàu en vietnamien. Un seul mot qui en dit long pour dire vivre avec sa belle famille. J'aimerais pas vivre ailleurs parce que, premièrement, j'aime bien ma famille. Après, il y a beaucoup de pression quand on décide de vivre ailleurs. Ça coûte très cher. Oui. C'est la faute au succès. En 10 ans, le Vietnam s'est réveillé et Saigon a bondi. La population s'est démultipliée. Le prix de l'immobilier a explosé jusqu'à 25 000 € le mètre carré, plus cher qu'à Tokyo ou Paris. Ça vit, ça grouille, ça bouge tout le temps. Avec plus de 10 millions d'habitants, c'est la ville la plus peuplée du pays et la plus métissée. La moitié des Saïgonais viennent d'ailleurs du delta du Mékong, d'autres régions du Vietnam ou de pays voisins. Cette ville attire comme un aimant tous ceux qui veulent rattraper le temps. Bouillonnante, ambivalente, boulimique, opportuniste, impossible à cataloguer, elle prend de multiples identités. Rebaptisée Ho Chi Minh Ville après 1975, elle continue à se faire appeler Saigon. En fait, on dit les deux, mais aussi la ville. Donc pour les Vietnamiens, quand ils disent Thanh Pho, la ville, c'est Saigon. Madame Phong est une grande figure de l'intelligentsia vietnamienne et elle n'a pas sa langue dans sa poche. Le sud du Vietnam, c'est un peu le Far West américain, c'est-à-dire la terre des défricheurs. C'est la terre nouvelle pour le Vietnam en général, pour tout le Vietnam. Et Saigon, c'est la ville de cette terre nouvelle. Les gens viennent à Saigon pour trouver du travail, pour faire des études, pour toutes sortes de choses. Je pense que les opportunités sont quand même beaucoup plus grandes à Saigon qu'ailleurs. On peut sortir du village quand on va à Saigon. Alors qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire à Saigon? Oh, question trop difficile. Bon, alors on passe. Mais en fait, je pense que les gens de Saigon sont peut-être les gens qui se prennent des libertés le plus facilement au Vietnam. Il y a un esprit assez libertaire, voire anarchiste. Les gens, ils font comme leur cœur le leur dit. Il est 5 heures, Saigon s'éveille et on n'a pas sommeil. Avant d'entamer une journée irrespirable, ils sont des centaines à investir les parcs au son des haut-parleurs. Chacun sa technique, mais tous le même but, faire circuler le chi, l'énergie.
À Saigon, donc, on a le droit de s'accomplir, mais pour les Vietnamiens, c'est certain, pour réussir, il faut s'instruire. 6h30 du matin, comme chaque jour de la semaine, c'est l'heure où Fifi part au collège, conduite par son papa. Je me sens réellement heureuse d'aller à l'école secondaire Janagea. Je vais à l'école avec joie. J'aime vraiment mon école, mes copines, ma classe. Janagea, en l'honneur d'un héros de la guerre du Vietnam, inventeur du bazooka. Tous les lundis matins, pour les 2800 élèves, la semaine commence par le même rituel. Un collège d'excellence pour l'élite de demain. La scolarité est parsemée de concours extrêmement sélectifs. Résultat, 100% de réussite en fin de cycle. Au départ, les gens nous ont dit « c'est difficile de pouvoir rester ici ». Ils pensaient que je n'y arriverais pas. Mais après un an, maintenant, je me sens plus sûre de moi. Les 50 élèves de la classe de Fifi ont tous entre 9 et 9,9 de moyenne sur 10, et les 2/3 portent des lunettes. Ensuite, Fifi a un cours d'histoire, celle du Vietnam et de Oncle Ho. C'est une figure omniprésente dans la ville qui porte son nom, Ho Chi Minh, le père fondateur du Viet Minh, le leader de la révolte contre les Français puis contre les Américains. La libération de Saigon, le 30 avril 1975, signe ce qui sera une capitulation pour certains, la réunification pour les autres. C'était tout juste hier, et aujourd'hui, le temps s'accélère. Madame Van, la maman de tous mes fifis, est arrivée à Saigon juste à la fin de la guerre. Elle n'en a plus bougé et a vu la ville se métamorphoser. Quand elle a un peu de temps de libre, Madame Van va faire ses courses à Cholon, un quartier qui, lui, traverse les époques sans changer. C'est le Chinatown de Saigon, où est concentrée la plus importante communauté chinoise du pays. Cholon, ça veut dire grand marché. C'est un des plus grands marchés de Ho Chi Minh Ville. Moi-même, parfois, je m'y égare. Il y a plein de trucs intéressants pour nous. Quant au prix, et très varié. Des couleurs et des odeurs, des légumes, des herbes, des épices, des serpents, de la vaisselle, des médicaments traditionnels, de l'or, de l'alcool, de la vie et du rêve. À Saigon, le niveau de vie est 3 fois plus élevé que la moyenne nationale et 10 fois plus que dans les campagnes reculées. Mais la plupart des Saigonaises font leurs courses tous les jours. Il n'y a pas encore beaucoup de foyers équipés de congélateurs. Il faut toujours marchander. Au sud du Vietnam, normalement, nous marchandons. Ça ne serait pas normal de ne pas le faire? Alors, on vous prendra pour des ressortissants vietnamiens, c'est-à-dire des Vietnamiens qui sont partis à l'étranger pendant longtemps et qui reviennent au pays natal. Alors, elles ne connaissent plus les habitudes, alors elles ne marchandent pas comme nous, les résidentes. À Cholon, tout se vend, et à Saigon, tout se transporte en scooter. Des chargements improbables, du home cinéma au poisson rouge en bocal. Pendant que ça roule en ville dans tous les sens, au collège de Fifi, c'est une ruée convergente vers la cantine. La pause repas avant la pause repos. Il est 11h du matin, sieste obligatoire au dortoir jusqu'au lycée.
Saigon est une ville de jeunes. 72% de la population a moins de 35 ans. C'est aussi la ville du Vietnam où l'on a le plus de possibilités d'étudier. Les Saïgonais en sont convaincus, l'instruction est leur seul espoir de sortir de la misère. C'est la porte qui ouvre sur le monde, ce monde du business où les Vietnamiens veulent maintenant jouer à cartes égales. Toum, lui, est décidé à percer dans la photo. Il s'est mis sur son 31 pour aller livrer au client sa commande et il a un peu le trac. Cliché accepté, pas de souci, tout le monde est ravi. Toum a de la chance. Il fait ce qu'il aime et peut s'accrocher à ce métier. À Saigon, travailler est une obsession et les jeunes ont de l'ambition. Ils peuvent peut-être pas trouver forcément un travail comme ils en rêvaient ou comme ils ont été formés pour, mais il y a beaucoup de possibilités parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de petites entreprises, il y a beaucoup de choses qui se créent tous les jours. Le niveau intellectuel plus élevé de Saigon permet quand même aux jeunes d'avoir plus de possibilités, d'être moins victimes de la corruption quand ils doivent trouver un premier travail. Vous avez l'air d'être surprise, mais ça ne surprend plus personne au Vietnam que quelqu'un qui veut trouver un premier travail, surtout dans le public, ont à payer parfois beaucoup. Travailler pour mettre toutes les chances de son côté. Comme beaucoup de Saïgonais, Madame Van a 2 métiers. Après le bureau, elle devient professeure. Une quinzaine d'enfants, encore en primaire, débarquent chez elle à la sortie de l'école, pratiquer la langue de Shakespeare. C'est la langue de l'avenir. Le français n'est plus que celle du souvenir. Je pense que les parents ont déjà inculqué qu'ils fassent un effort pour bâtir leur avenir. À 10 ans? Oui, c'est un peu tôt et parfois je les plains. Dès le plus jeune âge, ils cumulent les cours du soir, anglais, maths, littérature, tous les jours et même le week-end. Objectif affiché, être les meilleurs. Qu'as-tu fait pendant tes vacances? J'ai fait mes devoirs. You did your homework. Pas de cours particulier pour Fifi, c'est son papa qui s'y colle toutes les semaines. On ne badine pas avec la scolarité. Tout est misé sur l'avenir de l'enfant en rêvant d'un projet, l'envoyer à l'étranger dans les meilleurs lycées. Si Fifi, elle peut obtenir une bourse, là, elle va partir. Les parents, ils mettent tous, même s'il faut dépenser les 3/4 de leur salaire pour payer les études de leurs enfants, ils le font. C'est un peu la mentalité des parents vietnamiens. Oui. Par rapport à notre génération, il y a 20 ans, 30 ans, actuellement, les jeunes sont beaucoup plus mûrs et plus prêts à affronter la vie après les études. Et donc, dans 10 ans, ce sera encore mieux? Je l'espère, de tout mon cœur. La nuit, tous les jeunes sont de sortie. Ils tournent en boucle dans la ville pour s'échapper des logements minuscules et des pressions de la cohabitation. Toum va retrouver des amis. Saigon est une ville où l'on peut toujours s'amuser. À Saigon, tu peux sortir tous les soirs. Parfois, on cherche un prétexte pour sortir, un anniversaire, arroser l'achat d'une nouvelle moto. Les Saïgonais aiment beaucoup prendre l'apéro, donc ils trouvent toujours une bonne raison de se rencontrer. Dans les rues, Saigon respire en terrasse l'air du soir. La nuit, l'ambiance est chaude. On trinque, on rigole, on se lance des défis. Une bonne soirée, même si quand on a 26 ans à Saigon, il faut se plier à la tradition. On se regroupe pour boire un coup, manger ensemble, et après on va au karaoké ou écouter de la musique.
Vous allez faire la fête toute la soirée? Peut-être pas, car ma famille est assez stricte. Il faut que je sois rentré à 23h, donc certainement, après la deuxième mi-temps, je devrais rentrer chez moi, mais les autres iront jusqu'au bout de la nuit. À part ça, la jeunesse est à peu près partout la même. Samedi matin, Toum et sa famille ne travaillent pas. Ils vont en profiter pour aller se détendre hors de la touffeur de la ville, destination la côte. Et pour aller voir la mer, mieux vaut y aller par l'eau. Il y a des départs toutes les heures à bord de ces bons vieux hydroglisseurs russes. Le gros du trafic maritime de Saïgon a été déplacé à plusieurs kilomètres de l'agglomération. Mais le port d'autrefois subsiste, en plein centre-ville, pour le commerce intérieur et le transport de passagers. S'il n'y avait pas le port dans Saïgon, ce serait moins plaisant, moins excitant. Sans cette activité, la ville perdrait de sa beauté. La demande pour se déplacer par bateau est très grande. C'est un moyen de transport confortable où l'on peut respirer et c'est rapide. Très rapide même, quand on compare avec les voies terrestres. Une heure et quart de trajet perché sur les hydrofoils. La rivière Saïgon va s'élargir jusqu'à se jeter en douceur dans la mer de Chine, juste en face de Vung Tau, l'ancien cap Saint-Jacques. Et c'est parti pour un jour de vacances à la mer, en commençant par la montagne. Excursion en téléphérique incontournable pour admirer le panorama. Le cap Saint-Jacques. Dès le début du XXe siècle, les Français en avaient fait leur station balnéaire de prédilection. C'est la mer la plus proche, à 125 km à vol d'oiseau. 2 montagnes posées sur la baie, un petit port de pêche, des résidences secondaires. Vung Tau, c'est en quelque sorte le Deauville de Saïgon. Depuis la fin de la guerre, la station s'est démocratisée. Les jours de fête, la plage est bondée, tout Saïgon vient respirer. On a vraiment besoin des moments comme ça, juste parfois être au bord de la mer, ne plus penser au travail, aux contraintes de la vie quotidienne. C'est déjà un plaisir pour nous. En fait, on trouve beaucoup de Saïgonais le week-end ici. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Les fruits de mer. Sauvage. Un changement d'air. Et voilà, on se décoiffe. C'est super. Je me relaxe à fond. On a l'air, on respire et c'est moins stressant. Et surtout la rencontre de la famille. Parce qu'à Saïgon, chacun a son travail. On n'a pas le temps libre. Oui, il a raison. Dans la famille de Toum et Fifi, on est encore bien ancré dans les valeurs familiales traditionnelles. Ce n'est pas le cas de tous les jeunes Saïgonais. Tout va si vite depuis 10 ans. Le monde moderne submerge la ville et la trépidante Saïgon n'a pas le temps de faire le tri. Les repères de la culture vietnamienne sont en train de se perdre. Au top 50 des idoles des jeunes, Ho Chi Minh est supplanté par Bill Gates. Pour Madame Phuong, c'est un essor fulgurant et désordonné qui n'est pas inoffensif. Il y a trop de tentations. C'est dangereux pour la jeunesse parce qu'ils en arrivent à perdre la notion de ce qui est honnête, de ce qui n'est pas honnête, de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Mais il n'empêche, je pense que l'ouverture est quand même bénéfique. Donc, quand même, je suis optimiste. Je suis soucieuse, mais optimiste. 30 avril, fête de la Libération.
Saigon assiste émerveillé aux prodiges de son expansion. Les habitants ne demandent qu'à vivre et rattraper le temps perdu. La ville la plus ouverte du Vietnam vit son âge d'or et la jeunesse y rêve de lendemains multicolores. Saigon, ville ouverte sur le Mékong, le poumon de toute cette région. C'est là que nous retrouvons Laurent Bignolas, parti à la rencontre de ces Français qui ont choisi de vivre dans le delta. Et c'est dans un chantier naval que l'on a rendez-vous avec Benoît et sa femme, Aïn. Benoît, paraît-il, incollable sur les bateaux de la région. Magnifique. Alors ça, c'est du bateau traditionnel? Ouais, c'est un sampan, un gros sampan de 50 tonnes fait pour transporter du riz. Ah oui. Un bateau comme ça, les gars qui le construisent, ils n'ont absolument aucun plan, ils n'ont aucune étude. C'est vraiment le savoir-faire, c'est vraiment l'amour de la matière, le travail. Ils prennent le temps de faire les choses comme il faut. Aïn, c'est un peu la passion de votre mari, ça, les bateaux, non? J'ai l'impression. On dirait, hein. Quand on est venu à Canto, je pense que Aïn est aussi expatrié que moi au début, en réalité. On découvre tous les deux. Ouais. Et je ne savais pas qu'il y a de l'eau partout. Et donc j'ai appris avec lui. Et... Ici, c'est Venise, hein, donc on peut pas vivre par ici et pas aimer les bateaux, pas en entendre tout le temps. Donc évidemment, nécessairement, quand on est arrivé ici, on a commencé à parler de bateaux, à dessiner les bateaux, à envisager même d'y habiter à l'origine, mon fils. Et on apprend petit à petit avec les ouvriers, avec le métier, on vient regarder, on observe. Et c'est comme ça on construit le métier. On peut visiter ou pas? Visiter, oui. Alors, ah oui, d'accord, des clous, ça marche. Et ce sont bien des chantiers comme celui-ci qui ont séduit et inspiré Benoît. Il y a fait construire ces bateaux, armés pour la visite du delta. Et en amateur très éclairé, il sait ce qu'il a sous le pied quand il navigue sur ces navires en bois. Joli travail. Je comprends pourquoi vous aimez bien ce chantier. Aussi. Quand c'est pas encore habillé, c'est là qu'on voit ouais. si c'est bien travaillé. C'est important de savoir ce qu'on a, j'allais dire, sous les pieds quand même. Exactement. Ouais. Il suffit d'un grain, d'un brin de mousson pour vous perdre dans le temps et dans les courbes élégantes du fleuve, pour confondre les bateaux de Benoît avec les anciens navires courriers des premiers temps coloniaux dont il s'est inspiré. Mais avec les siens, il fait découvrir un delta bien vivant à ses passagers. Tous les bateaux fermés sont habités. Dès qu'on voit un bateau avec une petite, simplement une petite volet, cahute quoi, comme oui. là-bas, voilà, comme celui-là là-bas, comme celui-ci, à partir du moment où ils sont fermés, ils sont habités. Là, c'est un sous-marin? Voilà, c'est un bateau vivier. Ça a été facile de vous installer ici? Bien accepté tout de suite? Bien accepté dans le delta, oui. Le Vietnam, en général, est un pays extrêmement accueillant. On est de plus en plus admis au fur et à mesure qu'on est admis comme quelqu'un de permanent. C'est-à-dire que si on est quelqu'un de passage, on va rester un étranger. Mais si on est quelqu'un de permanent, puis qu'au quotidien, jour après jour, les gens vous croisent, on va finir par boire le café, on va finir par faire partie du paysage. Et là, c'est bienvenu dans le paysage. Nous retrouverons Benoît amoureux des bateaux et du Mékong tout à l'heure. Je vous propose d'embarquer à bord d'un autre navire qui, lui, surfe sur la vague de la nostalgie, couleur Indochine. La ville de Cai Bè, sur les rives du Mékong, est célèbre pour son marché flottant. Un marché où les grossistes en fruits et légumes se concentrent très tôt le matin. Un décor immuable que traverse régulièrement cette petite navette avec son plein de touristes pour un voyage aux accents coloniaux. Un voyage sur les traces de Marguerite Duras, la célèbre romancière. Ce projet, c'est Lin qui l'a imaginé. Un homme d'affaires avisé qui a pris le risque de construire ce bateau pour mieux surfer sur la vague de la nostalgie. Il propose des croisières de luxe au fil de l'eau, avec 24 membres d'équipage, presque autant que de passagers.
C'est jour d'inspection aujourd'hui, Lynn? Oui, ça y sort. Plusieurs inspections, aussi contrôle en même temps. Et puis, bon, mise à jour du produit, c'est important. C'est ton bébé, ça? Ah oui, c'est le bébé qui, à l'âge de 3 ans, presque. Le Mékong est l'un des plus grands fleuves du monde et le delta, la région la plus peuplée du Vietnam. Mais malgré ses ponts immenses et une activité incessante, le décor a très peu changé au fil du temps. La vie reste la même, rythmée par les caprices du fleuve et les marais. Il est de cette minorité financière qui tient tout l'immobilier populaire de la colonie. Le soir, le temps d'un film, chacun retrouve les héros de l'amant. Je suis chinois. C'est l'histoire romancée d'un aristocrate chinois croisé un jour par hasard sur le bac et qui tombera amoureux fou d'une jeune européenne. Si vous voulez, je vous dépose à Saigon. L'histoire de Marguerite Duras et de sa mère, directrice pendant plusieurs années de la petite école de Sadek. Lynn a su s'adapter à cette nouvelle demande de nostalgie. Il tente de faire renaître une Indochine perdue et parvient même à transposer le film dans les décors à peine modifiés. Cette nuit encore, l'orage sur le fleuve annonçait le début de la mousson. La moiteur et les inondations prochaines. Et au petit matin, plongé dans le décor colonial, ce fut comme une annonce de programme. Voilà, vous allez voir à droite la maison où habitait la famille de Marguerite Duras, la maison coloniale, vous voyez. Et aujourd'hui, c'est le comité populaire de la ville. Le comité populaire qui refuse de quitter l'ancienne maison historique, au grand désespoir de Lynn. Le bac, symbole de la rencontre entre les deux héros du roman, toujours là. Là, c'est le bac de Vĩnh Long, où la fameuse Marguerite a rencontré l'homme d'affaires chinois. Saigon, Vĩnh Long, Sadek, le bac, l'amant, toutes les pièces du puzzle sont là, presque intactes. À Sadek, la police locale a même accepté de déménager pour libérer la célèbre maison du Chinois, ouverte au public depuis peu. Excusez-moi, mesdames, messieurs, vous avez regardé le film L'Amant? Et c'est dommage, maintenant le film a été interdit au Vietnam. Pourquoi? Oui, parce que dans le film, il y a beaucoup de scènes chaudes. Et ici, les Vietnamiens qui ont l'occasion de regarder le film, toutes les scènes chaudes ont été coupées. C'est pourquoi le film est très court. Les Vietnamiens ne comprennent rien. Mais je pense que c'est un beau film. Et heureusement, moi, j'ai regardé tout entier. Je dirais pas, s'il vous plaît. Suivez-moi, s'il vous plaît, mesdames. Le regard de la jeune Marguerite est là, et juste à côté, celui de son amant chinois. Si cette maison a rouvert ses portes il y a 3 ans, c'est un peu grâce à Lynn. Avant la construction de l'amant, je fais plusieurs repérages ici. Bon, la maison est encore abandonnée. C'était le poste de police. Donc le service de culture reprend et puis voilà, ça devient un musée, quoi. Lynn a fait plusieurs dons pour aider à restaurer ces vieilles demeures. Préserver ce patrimoine est pour lui une façon de garantir sa prospérité. Il donne d'une main ce qu'il reprendra un jour de l'autre. Dans un pays où l'héritage culturel est très riche, le moindre événement traditionnel, la moindre fête, sont des atouts à exploiter.
Dans le Vietnam communiste d'aujourd'hui, la réussite individuelle n'est plus un péché. Elle s'affiche à nouveau sans complexe. Le nouveau visage de Saigon fait de milliers de motos, de voitures et de tours de verre à bouleverser le centre historique. Une évolution qui inquiète Lin, lui qui a toujours misé sur l'architecture coloniale pour attirer ses clients. Le petit parfum rétro qui faisait le charme de Saigon n'arrête pas de s'estomper. Et seuls quelques bâtiments emblématiques sont encore protégés. Les gens qui viennent à Saigon, donc qui doivent passer par là. Avec la cathédrale, surtout les Français, avec la poste qui est construite par Gustave Eiffel. Donc, l'opéra a été rénové aussi avec l'aide française. À l'occasion du bicentenaire de Saigon. Lin a profité à fond de la libéralisation du régime. Un régime trop content de voir des entrepreneurs comme lui investir dans les nouveaux marchés. Pour moi, je vais investir ou je fais seulement sur les domaines que je connais bien. Peut-être on investit dans l'exploitation en fait, des mines et tout ça. Peut-être on gagne plus d'argent, mais je ne connais rien. Donc pour ça, je ne peux pas prendre trop de risques sur ça. Un œil rivé sur le chiffre d'affaires, l'autre sur les nouveaux projets. Des dizaines d'employés polyglottes gèrent des milliers de dossiers. Lin fait désormais partie de ces nouveaux riches qui habitent les quartiers résidentiels à l'ouest de Saigon. Le jeune étudiant en français, qui finançait ses études comme portier de nuit dans le plus grand hôtel de Hanoï, a franchi les marches de la réussite 4 à 4. À 40 ans, il a tout d'un privilégié. Ça, c'est je suis employé du mois ou de l'année, je ne me rappelle plus, mais avec un certificat et une enveloppe. Ça, c'est un bon bonus à ce moment-là. Quand tu étais portière, tu gagnais combien? Je crois qu'environ 40-50 $. Aujourd'hui, tu es à quel niveau de revenu? Par an, moins de 300 000 $. Je crois que c'est comme ça. Hein. Minimum. Je dois gagner. Que ce soit le restaurant Indochine et son décor de cinéma, que ce soit le siège de l'évêché de Saigon et ses immenses jardins, ou encore le grand lycée de jeunes filles construit en 1915 par les Français et fraîchement rénové, Lin essaye d'afficher tous ces petits chefs-d'œuvre sur son catalogue pour faire rêver les touristes étrangers. Avant, c'était un bâtiment colonial, une maison coloniale. Ils ont détruit et puis il ne reste que seulement une bâtie là. Et très typique, une maison coloniale, une grande maison, une coupe en 2 en 3. Et puis au milieu, il construit une boîte d'allumettes. Il reste des dizaines de vieilles maisons menacées par l'expansion de la ville. Des logements, des villas, des bâtiments administratifs convoités pour leurs immenses terrains. Et pour beaucoup, en sursis. Ce sont des villas donc, qui ne donnent pas beaucoup de surface. Et puis, c'est pas rentable. Il faut raser, construire des tours. Signe des temps, ce qui n'était qu'une vieille bâtisse en péril s'est transformé en restaurant branché. Dans ce décor colonial, où il est important de se montrer, chacun affiche sa réussite tout en continuant de gérer ses affaires. Ce soir, Lin y retrouve ses associés. Soucieux d'offrir un petit air différent de cette France du bout du monde, Lin milite pour une protection des villas inspirées par les architectes français des années 30. Toutes celles qui ont été sauvées de l'oubli font assaut d'élégance et de décoration.
Les nouveaux clients sont européens, chinois ou vietnamiens et très différents de ces anciens fonctionnaires coloniaux qui occupaient les lieux. La nostalgie au Vietnam est devenue un nouveau marché et la survie de ce patrimoine dépend très étroitement de sa rentabilité. C'est à nouveau sur le Mékong que Benoît nous entraîne. C'est sans doute pour tous ces villages, tous ces marchés, ce quotidien qu'il est tombé amoureux de ce pays. Ancien cadre et ingénieur dans différentes entreprises installées en Asie, il a tout lâché un beau jour pour le Vietnam, pour y monter son propre business. Sa vie, désormais, elle est ici, au cœur du delta, au milieu de tous ces bateaux, parfois très surprenants, jamais semblables. C'est carrément le quai qui alimente le marché, là. Oui, absolument. Ouais. Avec les bateaux, c'est... Avec des bateaux viviers. Alors tous les bateaux qui sont autour de nous. Les fameux bateaux qui emmènent le poisson. Ça, c'est un bateau qui est léger, donc qui est vide. Ils ont enlevé une planche, ça a été remplacé par un grillage pour pas que les poissons s'échappent. En fait, quand on veut le charger, on le remplit d'eau et puis on le remplit de poissons. Il y a une petite écope à l'arrière qui permet de brasser tout ça pour que les poissons restent vivants pendant tout le transfert. Assez élégant comme forme de bateau. Et celui-là, il est plein, non? On peut Celui-là, il est plein, aller voir. Tout à fait, allons voir. Rồi, bây giờ thì là mình xin thăm một chút cái tàu này á. Cái tàu này sao? Đây là ghe đục. Ghe đục. Donc c'est un ghe đục, c'est un bateau donc traditionnel de transport de poissons. Anh chở bao nhiêu tấn cá ở đây nhỉ? Này được 15 tấn. Ce bateau-là transporte jusqu'à 15 tonnes de poissons. C'est quoi comme poisson? C'est du cá diều hồng. Cá diều hồng này thì là nuôi ở đâu nhỉ? Nuôi ở An Giang, Long Xuyên. Ok, c'est... Voilà. Il nous propose d'aller boire un petit verre, on regarde ce qu'ils boivent. Allez, on peut... Si c'est pas trop agressif, parce que... Non, c'est tous les... Et voilà, toujours maladroit. Je fus leur distraction, mais bien remercié. Có sợ làm gãy cái tàu không? Không vậy đó. Ok, il n'a pas peur pour le bateau, c'est bon. Un petit verre d'alcool de riz. Tiens, écoute. Et, au passage, vous avez entendu Benoît et sa maîtrise du vietnamien? Nous laissons Laurent en bonne compagnie pour nous rendre dans le village de Camao. Là, de drôles de demoiselles en costume tigré ont fait la fortune des habitants. La jungle du Sud-Vietnam. Un labyrinthe aquatique entrelacé dans 200 000 hectares de mangroves. Il y a 3 siècles, la région grouillait de serpents, de tigres et de crocodiles. C'est le dernier territoire du Vietnam à avoir été peuplé de fugitifs, de rebelles politiques. Pour y survivre, les hommes ont dû se serrer les coudes. C'est grâce à cette solidarité que dans le sud de Camao, la nature hostile est devenue formidablement généreuse. Le village de Tan Thai est là, planté au milieu de nulle part. Et quand M. Bai vient y faire ses courses, il y trouve de tout. De la nourriture, bien sûr, mais aussi des outils, des banques, du bois pour pilotis, des portables, des télés, des poupées, des bijoux, des fleurs ou des coiffeurs. Un petit monde complet qui vit en bonne intelligence. Pour les gens d'ici, la vie s'écoule tranquillement dans l'abondance de la forêt et de la mer. Cela fait 30 ans que toute la région prospère grâce à une seule petite bête, la crevette. Une crevette totalement naturelle, parfaitement bio. Monsieur Bai est l'un des premiers à s'être lancé dans cette activité. Sur sa liste de courses, une fois par mois, de drôles de petites bêtes. Elles sont belles. Elles coûtent combien? 35 dong. 35 dong pièce. Ok, bah tu m'en mets 500 000. Parfait. Des larves de crevettes, c'est le début du trésor.
Monsieur Baye habite à une demi-heure du village, à quelques centaines de mètres de la mer à vol d'oiseau. Sur sa route, cachée dans la verdure, les traces de quelques voisins. Une maison, un ponton, avec toujours à proximité une petite écluse. C'est derrière la porte que se trouve le coffre-fort. Là, on relève la trappe et on laisse l'eau rentrer. En fait, on fait entrer la mer dans les bassins. Et quand elle redescendra ce soir, on mettra le filet. Il y a un peu de travail de préparation avant la pêche. Et surtout, il faut bien entretenir la mangrove. Car sans mangrove, pas de crevettes. C'est là que tout se passe. Dans ces espaces naturels qui ne ressemblent en rien à des fermes d'élevage. Ici, pas de bassin en dur ou de technologie sophistiquée. À perte de vue, la mangrove baigne dans l'eau salée, l'environnement idéal au bonheur des crevettes. Monsieur Baye possède l'une des plus grandes fermes de la province. 37 hectares, à la fois liquides et solides. C'est là-dessous, au milieu des racines de palétuvier, que grandissent en toute liberté les petits crustacés. Ici, les fermiers ont deux métiers. Un pied dans l'eau et un pied sur terre. Ma ferme, c'est 50% en mangrove et 50% en eau pour les crevettes. 50-50. Oui, je suis à la fois éleveur de crevettes et planteur de mangroves. Quand on plante de la mangrove, ça arrête les cyclones et les inondations. Ça participe au climat pour le monde entier et ça aide aussi notre pays à préserver la végétation de sa région. Autrefois, je faisais le riz. Je plantais du riz. Et après, j'ai transformé ma terre en creusant des écluses, des bassins pour les crevettes et en plantant de la mangrove. Ça gagne bien, alors je continue. Depuis 10 ans, dans la province de Kamao, tout le monde fait comme Monsieur Baye. 20 000 familles se sont lancées dans l'aventure. Il y a maintenant 2 fois plus de superficie pour les crevettes que pour le riz. Entre fermiers, la solidarité typique à la région est toujours de mise. C'est la base de toute relation, dans les coups durs, comme dans les petites choses de la vie quotidienne. Chaque mois, des fermiers délégués partagent leurs expériences lors de réunions de quartier. Chacun y parle de sa récolte et des techniques utilisées. Pas de compétition, le succès de chacun fait la réussite de tous. Nous ne sommes pas des concurrents, mais plutôt des partenaires. Quand nous avons de bonnes informations, nous nous échangeons nos tuyaux afin que chacun obtienne une meilleure productivité. Une telle coopération est très utile, elle nous permet de devenir une force. Ensemble, nous pouvons nous protéger des caprices de la nature et optimiser notre élevage. Et grâce à cette collaboration, 99% des fermiers de notre canton réussissent. Autre sujet du jour, le fonds de collecte pour aider les plus pauvres à monter leur ferme, rebâtir une maison brûlée, soigner un malade. Du socialisme de terrain inscrit dans les gènes de ces descendants de pionniers solidaires. Dans la nature, le seul chef, c'est le ciel. La pleine lune s'est levée, c'est le signal du réveil pour la crevette et du travail pour les hommes. Que la pêche soit bénie des cieux. Depuis la nuit des temps, la crevette de mangrove se reproduit en pleine mer. Quand elle est mature, elle profite du courant de la marée descendante pour quitter les paisibles étangs et rejoindre l'océan. Les hommes l'ont compris et vont l'attendre à la sortie. La récolte a lieu tous les 14 jours, pendant les 3 nuits qui entourent la nouvelle et la pleine lune, où l'influence des marées se fait sentir à des kilomètres dans la mangrove. Le piège est en place. Il ne reste plus qu'à laisser le temps et l'eau couler. Une heure plus tard, M. Baye va découvrir ce qu'il y a dans son filet. Avant même de relever le filet, je sais si la pêche sera bonne ou pas. Et ça dépend de la hauteur de la marée, de la direction et de la force du vent.
Il doit y avoir une quinzaine de kilos. C'est pas mal. Au milieu des feuilles de mangrove, des crabes, quelques poissons et surtout des crevettes. De la Black Tiger, la plus belle des gambas. Certaines peuvent mesurer jusqu'à 36 cm et peser 200 grammes. Cette crevette-là, elle fait dans les 50 grammes. C'est le calibre qu'on trouve le plus quand on pêche. Les crevettes de Camao sont les reines du Vietnam. Il n'y a qu'ici que l'on produit des crevettes totalement bio. Ailleurs, la crevette est élevée industriellement. Ils mettent des antibiotiques, ils les nourrissent avec des farines. Et les crevettes sont élevées dans des bassins fermés. Donc, la qualité n'est pas la même. Chez moi, l'élevage est entièrement naturel. D'abord, elles ont plein d'espace. Et ensuite, ce sont les feuilles qui tombent dans l'eau qui sont leur aliment habituel. Et les crevettes ne mangent que ça. On n'a pas besoin de leur donner quoi que ce soit de plus. Et c'est pour cette raison que les crevettes de mangrove de Nam Can sont les meilleures de tout le Vietnam. Quand la lune est propice et que la marée descend, on pêche la crevette tout naturellement. « 6h30 du matin, c'est l'heure du collecteur. Monsieur Hang est l'un des intermédiaires du business de la crevette et il ne quitte jamais sa casquette et sa mallette. Le butin de la nuit va être estimé et Monsieur Bai est dans ses petits souliers. Prends un autre panier pour les crevettes comptées. Comptez bien, sinon on va se tromper. Il n'y en a qu'un seul qui compte, ça suffit. Sinon on va encore se mélanger. On compte celles qui sont entières et celles qui sont abîmées, et après on déterminera le prix de chaque panier. Celles-là, par exemple, elles sont molles, trop petites ou elles ont des cicatrices à cause des pinces de crabe. Si la récolte est toujours sensiblement la même, le prix d'achat, lui, est très fluctuant. La monnaie du Vietnam est liée au dollar et à l'or. Une bonne cinquantaine de kilos. Pour la pêche de cette nuit, Monsieur Bai empochera un peu plus de 400 €. Tu es content du prix auquel tu as vendu aujourd'hui? Oui, c'est un bon prix. C'est bien. On a négocié le prix ensemble. On est tous les deux contents. C'est gagnant-gagnant. Monsieur Hang est un homme pressé qui a des milles au compteur. Depuis 15 ans, après chaque nuit de pêche, il fait la tournée de ses fournisseurs. Une quarantaine de fermiers disséminés dans des centaines d'hectares de ce maquis liquide. À chaque fois, il trie, il pèse, il négocie le prix, il sort des liasses de sa mallette et il repart. En cette chaleur de veille de mousson, la glace fond vite, la crevette n'attend pas. Monsieur Hang file au nord, à Nam Can, la ville où se trouve l'usine, à une bonne heure de route. J'aime faire ça, ça gagne bien. Je fais ça depuis 15 ans. Je touche 5% de la valeur totale de la marchandise. La crevette de Camao est réputée, mais la nôtre dans ce canton, c'est l'excellence. Est-ce que tu sais qui va manger toutes ces crevettes? Oui, il y a plein de pays étrangers. Mais je ne sais pas lesquels. Je ne sais pas où elles sont exportées. Moi, je dois juste les livrer à l'usine. Pendant la saison, même le dimanche, l'usine est à fond.
L'an dernier, les 2 usines de la province ont vendu pour 1 milliard de dollars de crevettes en France, en Allemagne et en Suisse. Avec 300 000 tonnes par an, le Vietnam est le premier exportateur mondial de gambas Black Tiger. 1000 tonnes sont des bio de Camao. C'est ainsi que l'on retrouvera les crevettes de Monsieur Bai, 5 fois plus chères, dans les supermarchés français. Quand les gens savent que les crevettes ont poussé dans un environnement totalement naturel, les clients viennent à nous. C'est un bon élément de marketing. Cette crevette, c'est vraiment la meilleure? Je pense sincèrement que c'est la meilleure du monde. Elle est vraiment très bonne. Retour chez Monsieur Bai. C'est ici qu'il est né, qu'il a grandi, qu'il s'est marié et qu'il a eu ses 8 enfants. Aujourd'hui, il vit et travaille toujours ici, avec son fils aîné, sa belle-fille et 5 ouvriers. 2 fois par jour, tout ce petit monde se retrouve autour de la table pour un menu de saison. Tout ça, ce ne sont que des produits de la maison. En ce moment, on récolte un peu de tout. Du crabe, des crevettes. C'est le fruit de notre travail et donc, on le mange. Mais il ne faut pas croire qu'on mange de la crevette comme ça tous les jours de l'année. Nous suivons la tradition. Avant, je vivais ici avec mes parents. La ferme était aussi grande qu'aujourd'hui, mais à l'époque, on vivait dans une maison en palmier, faite seulement avec des feuilles et du bois. Et puis, quand j'ai commencé à toucher de l'argent, avec de bonnes récoltes, alors j'ai construit une maison au ciment, avec des étages. Et maintenant, nous y vivons tous ensemble. Grâce à la solidarité des hommes, les crocodiles ont disparu du sud de Camao et Monsieur Bai et ses voisins sont heureux. C'est le moment de libérer les larves de crevettes. Des milliers de mini-gambas vont tranquillement pousser en se nourrissant dans les palétuviers. Et quand, dans 5 mois, elles partiront se reproduire en mer, à la sortie de ces étangs, Monsieur Bai les attendra. C'est le début d'un nouveau cycle, le 2e de 2012. J'aime mon métier. Je le fais depuis plus de 25 ans maintenant. Avant, j'étais très pauvre et grâce à cette activité, aujourd'hui, je vis bien. Dans mon village, nous sommes nombreux à avoir réussi. Et tous ceux qui ont réussi ont pu construire des maisons en béton. Et ça, c'est grâce à la crevette. La vie serait dure sans les crevettes. Alors 2 fois par mois, Monsieur Bai a l'œil rivé au ciel. Il remercie la nature et guette la lune qui réveille la crevette et fait sa bonne fortune. Rien ne laissait prévoir que Benoît ferait sa vie au Vietnam. Aucune racine, juste un jour une opportunité, comme celle d'apprendre le vietnamien en France, comme ça, pour le fun. Rien sauf que personne n'est à l'abri d'un coup de foudre qui peut être salutaire. Ici, il a trouvé son chemin, sa voix d'eau, dirait-il, pour plaisanter, parce qu'il aime rire et qu'il voit du bonheur et des sourires partout. Sur l'eau, dès le lever du soleil, Benoît et Aïn ont des tas de choses à vous raconter sur la vie d'ici. Tenez, ce marché flottant par exemple, eh bien, si le commerce est une affaire sérieuse, il y a des sourires à partager. Et je crois que c'est ça qu'ils aiment, tous les deux. Bon, Benoît, on va où là, très précisément? On va sur le petit marché flottant, c'est ça? Le marché flottant de Charonne qui est juste là. C'est soit les acheteurs, soit les marchands, enfin les paysans qui apportent leur matériel ou plutôt leurs produits pour les vendre sur le marché qui viennent. C'est rigolo, hein, c'est un vrai guide vietnamien, Benoît. J'ai pas ma carte. Avec tant d'années qu'on est là. C'est toi qui lui as appris à parler vietnamien? Non. Il a parlé avant de me rencontrer. Oui, on pouvait pas l'approcher sans ça. Qu'est-ce que vous aimez ici, en fait? Il y a une ambiance très détendue. C'est un endroit qui est très ouvert, très vert. Il y a toujours à manger. Les gens sont toujours tranquilles et accueillants. C'est la magie du delta. L'accueil? L'accueil.
J'ai vu passer une petite marchande de soupe. Ça te dit de manger une soupe? Ah, une petite soupe à 6 du mat. C'est pas mal, une petite soupe le matin. Ah, ça rappelle la Bretagne. Dans le Mékong, le courant change plusieurs fois par jour. Donc tu vois, les bateaux et les marchés flottants se retournent. Et alors pendant une demi-heure, c'est un bazar pas possible sur le marché. Alors moi, je cherche une marchande de soupe. Tiens, regarde, elle est là-bas. Bateau đi. Bateau nhá. Bateau. Hein, t'en veux un? Oh bah oui. À eux. Chị hỏi anh. À sao vậy? Ăn thịt hay chả? Ăn une chút thịt. Ça, c'est pour une personne. Tiens, ouais, fais gaffe, c'est chaud au fond. C'est bon. Mấy năm nữa là 20 mấy năm rồi. Ça fait 10 ans que je fais ça. Mình thương mến chợ này mình đâu dám bỏ. Ah, j'aime bien ce petit marché, alors j'ose pas abandonner. J'aime beaucoup ce que je fais. Dans les bras du Mékong, les bateaux se croisent et se recroisent dans un ballet incessant et fascinant. Nous embarquons maintenant à bord de ces navires, vivre le quotidien de ceux qui transportent hommes et marchandises. Entre courants, marées, intempéries, c'est le marathon pour les poids lourds du Delta. Deux fois par jour, un immense convoi de barges chargées de sable fin glisse sur le Mékong, en direction de Saïgon. Comme une armée en ordre de bataille, elles viennent ravitailler les villes à l'appétit insatiable. À l'autre bout du delta, ce petit canal relie le Mékong à la mer et permet un raccourci de plusieurs centaines de kilomètres. C'est là qu'une petite navette assure une liaison régulière depuis 1937. Nous partons avec Lynn, le propriétaire. Avec Ni, sa femme, qui gère les livraisons, et leurs deux cousins qui aident à charger et décharger la cargaison. Ben dépêchez-vous! C'est bon, on arrive. Mais pourquoi vous ne regardez pas notre bateau? Pourquoi vous regardez ailleurs? Et puis vous ramez n'importe comment. On ne sait pas nager, j'ai la trouille de mourir. Fais attention, on va se retourner. Entre nous, on se comprend et on va continuer à travailler ensemble. Alors si par hasard il manque de l'argent, je te paierai plus tard. Je te confie donc 5 sacs aujourd'hui. Le numéro de téléphone que tu m'as donné, c'est qui? C'est celui qui viendra récupérer les sacs. Dans cette région surpeuplée du delta, le riz est la principale richesse. Mais l'absence de véritables routes empêche souvent les camions d'y accéder. Alors ici, tout le monde compte sur le bateau de Lynn pour voyager et transporter ses marchandises à moindre coût. Un jour dans un sens, le lendemain dans l'autre. C'est mon grand-père qui a commencé. Ensuite, il y a eu mon père, et puis moi maintenant. Ça fait 3 générations. Il en reste très peu de ces bateaux. Maintenant, il y a beaucoup moins de passagers. On transporte surtout des marchandises. La plupart des gens investissent dans les bateaux de charge pour transporter du riz. Le bateau de Lynn tient à la fois du camion et de l'autobus. Comme un gros poids lourd capable de réussir toutes sortes de manœuvres, il brave le courant et s'arrête un peu partout. Ce matin, seuls 2 passagères ont embarqué à Long Xuyen, la ville de départ. Une longue journée de voyage commence avec des dizaines d'arrêts. Maintenant, il y a toutes sortes de moyens de transport, donc les gens qui sont en forme voyagent par la route. Ce sont les gens malades et âgés comme moi qui se déplacent en bateau. Moi, je suis allée moissonner le riz pour quelqu'un qui n'avait pas vendu sa récolte. Il n'a donc pas pu me payer. Et là, ils viennent de vendre le riz et ils m'ont appelé pour que je vienne chercher ma paye. J'en profite pour rendre visite à mes petits-enfants et acheter des navets pour les revendre. C'est dur. Je suis partie ce matin à 11h et j'arriverai ce soir à Rajia vers 19h si tout va bien. Et après, j'ai de la marche parce que ma maison est au milieu des rizières. Ni et Lynn livrent une véritable course de vitesse pour gagner leur vie. Ces dernières années, les passerelles d'acier ont remplacé les ponts de bois.
les chemins sont devenus des routes et les bacs se font de plus en plus rares. Demande à Kai où on peut laisser son frigo, parce que la maison où on devait le déposer est fermée. Heureusement, ici, tout le monde fait confiance à la petite navette du canal de Rajia, même lorsqu'il s'agit d'assurer les transferts d'argent. Moi, je me contente de piloter. Ma femme réceptionne les marchandises, s'occupe des livraisons et fait aussi les factures. La petite navette n'a que 50 km à parcourir, mais le programme de la journée est chargé. Lance le bout sur le quai. Eh, tu t'endors, cousin, ou quoi? Les villages qu'elle dessert ne sont accessibles qu'en moto ou à vélo. Il y a beaucoup de commerçants par ici qui revendent sur les marchés locaux, sur les gros marchés qui sont inaccessibles par la route. Non, il ne reste que ce village qui n'a vraiment aucune route. Et c'est le seul qui est encore un gros marché. Et comme vous voyez, il y a de plus en plus de gens qui font du business ici. Tout le monde fait des affaires et l'argent déferle de partout. Sans ces quelques escales très rentables, l'activité de Lynn serait très vite menacée. Ici, il y a beaucoup de travail, non? Il y a beaucoup de livraisons. Oh oui, c'est vraiment un gros marché ici, et beaucoup de tri à faire pour moi. Mes deux cousins débarquent les marchandises, et pendant ce temps, je fais le tri d'après les noms qu'il y a sur les colis. C'est les gens qui viennent chercher leurs marchandises. Sinon, c'est moi qui paye cette dame pour qu'elle les porte à domicile. Avec son réseau de correspondants, la petite navette de Lynn a su se rendre indispensable au fil des ans dans ce petit coin du delta. Ce n'est que quelques années après le percement du canal, il y a presque un siècle, que le grand-père de Lynn décida d'assurer cette liaison directe entre le Mékong et la mer, entre la ville de Long Xuyen et celle de Rajia. Depuis, les petits ponts se sont multipliés, les routes se sont améliorées, et Lynn a commencé à comprendre qu'un jour peut-être, il devrait changer de métier. À 200 km de là, nous voici dans les boucles du Mékong, là où se concentrent les principaux sites d'extraction de sable. Ces grues raclent les fonds du fleuve sans ménagement, parfois en toute illégalité. Après quelques heures de navigation, nous retrouvons la barge du capitaine Tin, qui finit de charger. On partira à 6 heures. Ils dépendent de la marée. Ils profitent de la marée haute pour venir jusqu'ici, chercher le sable, et ils attendent ensuite la marée descendante pour repartir. La mer s'engouffre encore dans le delta, et le courant est trop fort pour lever l'ancre. Pour les 4 équipiers qui vivent à bord en permanence et se relaient jour et nuit à la passerelle, cette petite attente est fort appréciée. Elle en est où, la marée, capitaine? On va voir après le repas. On partira après.
Et à 6 heures, comme prévu, la barge de Tin s'élance en direction de Saigon avec ses 600 mètres cubes de sable. Les porte-conteneurs qui remontent le fleuve en direction du Cambodge luttent contre le courant qui vient de s'inverser. Notre métier, c'est de piloter en regardant droit devant. On met un repère, on vise la proue et on observe les rives en permanence. On doit faire attention. Par exemple, quand on transporte du sable, il faut respecter la ligne de flottaison. Si on dépasse la capacité autorisée, on peut se faire prendre et payer une amende. Loin des rives où se concentrent les élevages de poissons et les maisons sur pilotis, les barges de sable se glissent les unes derrière les autres pour mieux profiter du courant. Comme à chaque voyage, le capitaine Tin prend le temps de s'attirer les grâces de Kuan Yin, la déesse du fleuve, qui veille sur tout ce qui navigue. Au bout de quelques heures, notre barge quitte le fleuve pour remonter le canal de Chogao, la seule façon d'atteindre Saigon pour les milliers d'embarcations qui l'empruntent jour et nuit. On va continuer encore une bonne heure à cette vitesse. On va se laisser porter par le courant. Après, il sera contre nous. Le canal de Chogao, c'est un peu l'autoroute fluviale qui permet d'atteindre Saigon. Avec sa circulation à double sens, ses voies exiguës et ses ponts routiers, elle rappelle combien le trafic s'est intensifié ces dernières années. À l'autre extrémité du delta, Lin a beau parcourir son canal depuis plus de 10 ans, il a besoin de repérer les rives. Là, je me signale. Je mets un coup de projecteur pour prévenir. Mais le projecteur, c'est aussi pour éclairer la berge et signaler aux autres bateaux de quel côté on se dirige. Ce soir, la petite navette a près de 4 heures de retard. Ni trouve enfin le temps, elle aussi, d'accomplir les rituels sacrés. Dernière escale avant l'arrivée. Chuamien arrive enfin chez ses petits-enfants. Chum, l'autre passagère, doit encore patienter. Pour parcourir les 50 km, chacune aura payé 30 000 dong, 1 euro à peine. Tu as déjà pensé sérieusement à changer de métier, Lin? Tant que je pourrai nourrir ma famille avec ce travail, je continuerai. Mais le jour où je perdrai de l'argent, c'est clair, j'arrête. Quand on arrive à destination, on mange, on se lave et on se couche. Quand il y a beaucoup de marchandises, on arrive très tard. Parfois, quand il y en a moins, on arrive un peu plus tôt. Vous quittez parfois le bateau? Lin et moi, on quitte rarement le bateau. On vit à bord en permanence. J'ai 2 enfants. Des garçons? Oui, il me manque. Excusez-moi. Dans les faubourgs de Rajia, les clients ont attendu de longues heures pour pouvoir récupérer leurs marchandises. Il y a tous ceux qui déchargent, et puis il y a Ni dans un coin qui envoie ses messages pour prévenir les commerçants et préparer le voyage du lendemain. Et c'est enfin l'heure du repas, l'occasion d'évoquer une vie de famille difficile, difficile à concilier avec leur activité.
Quand nous avons un peu de temps, mes parents nous amènent les enfants. Ils mangent alors avec nous. Ils passent la nuit parfois ici et mes parents les ramènent à la maison tous les deux le lendemain. Pour l'instant, comme nous ne sommes que tous les deux, et c'est mon père qui nous a confié ce travail, on ne pense pas faire autre chose. On vit au jour le jour. Moi, je n'ai jamais voyagé que sur ce trajet depuis que je suis mariée. Je ne vais nulle part ailleurs. Tu es déjà allé à Saigon? Oh, je ne vais à Saigon que pour les visites médicales, les visites importantes seulement. Juste pour voir les médecins. Il est 6 heures du matin et le voyage se poursuit sur le canal de Chao Gao. Tin, le capitaine, a passé la barre et la nuit a été courte. C'est le moment où les petites marchandes ambulantes prennent les barges d'assaut. Elles offrent aux équipages tous les produits du delta. Il s'agit surtout de faire le plein de victuailles avant d'aborder la grande ville. À tour de rôle, chaque membre d'équipage va participer à la préparation des repas de la journée. Tout semble tranquille sur le fleuve, si ce n'est la ronde d'une vedette de police qui laisse présager des ennuis. Longue discussion, longue tractation. Et pour finir, le regard triste du capitaine Tin. Quand le voyage se passe bien, on est content. Mais lorsqu'on se prend une amende comme celle-là, on se fait engueuler par le propriétaire. Et ça arrive souvent que vous ayez à payer? Rarement. C'est parce qu'on vous a embarqué. Mais officiellement, ils nous ont mis une amende pour surcharge. Sur le papier, il n'y a pas de case pour mentionner le transport d'étrangers comme vous, même si vous êtes en règle. De toute façon, ils cherchent toujours une raison, quelle qu'elle soit, pour nous taxer. Coût de l'amende, 80 €. 80 € cash que nous allons lui rembourser. Car cette somme représente 2 semaines de salaire pour le capitaine Tin. Le sable est devenu un gros business qui rapporte, à condition de ne pas trop subir les imprévus. La destination finale, la voici. Happy Land, le futur parc d'attractions géant à l'ouest de Saigon. Un chantier que le capitaine Tin ravitaille depuis des mois. D'immenses marécages qu'il a fallu combler pour ce projet pharaonique. À Rajia, c'est une nouvelle journée qui commence pour Lin et sa femme. Ils reprennent la route en direction du Mekong cette fois. Quelques colis, une dizaine de passagers et une grosse cargaison de Nyokman. Voilà tout pour ce trajet. Nous sommes loin des 20 tonnes de marchandises transportées la veille. Lin sait déjà que la journée ne sera pas très rentable. Mais c'est le revers de la médaille quand on assure un service régulier. Les passagers, eux, ne voient que des avantages à cette situation. Peu d'arrêts, beaucoup de place pour installer les hamacs et des temps de parcours à peine plus longs que par la route pour un prix dérisoire. J'aurais bien envie d'un bateau plus grand pour le jour où il n'y aura plus de passagers. Un grand bateau marchand pour transporter du riz. C'est le genre de bateau que j'aimerais bien avoir plus tard. Et pourquoi tu ne transporterais pas du sable ou des matériaux de construction? Ça ne te dit pas? Non,
Je pense que c'est très dur comme travail. Il y a plein d'accidents. Beaucoup de ces barges s'échouent. Ça me fait peur. Le voyage de Lynn se termine. Le temps de recharger 20 tonnes de marchandises et il repartira demain avec sa femme et ses 2 cousins. Le Mékong, trop grand, trop vaste, trop encombré, il ne l'empruntera que sur quelques centaines de mètres. À l'immense labyrinthe du fleuve, il préfère son petit canal, bien protégé. Et voici Cat-Lai, la zone portuaire de Saigon qui concentre sur la rivière 40% du trafic maritime vietnamien. Et au milieu de tous ces bateaux, cet ancien chercheur d'épaves, rénové, repeint en bleu et avec à la barre Bruno. Il est français, il travaille pour un grand groupe de métropole dont l'activité maritime et portuaire l'amène à s'intéresser forcément au Vietnam. Bruno, à l'aise comme un poisson dans l'eau. La navigation ici, on a combien sous la quille? Là, vous avez 5 mètres. 5 mètres de fond. Donc effectivement, ça limite quand même la navigation pour les gros bateaux. Simplement, on a marée basse. Et ça peut monter, il y a un gros marnage ici. 4 mètres. 4 mètres. Vous avez une connaissance, j'allais dire, quasi parfaite des lieux et de l'activité. Bon, c'est le métier qui veut ça. Oui, je suis né ici et mes parents sont originaires du Vietnam. Mon grand-père est dû arriver au Vietnam en 1927 avec l'armée française. Il a travaillé pour une scierie. Mon père est arrivé en 1946 pour l'armée française encore. Et il a épousé donc ma mère qui était eurasienne. Et moi je suis né dans ce pays aussi et mes enfants sont nés dans ce pays. Et ici au Vietnam, c'est ce coin-là, c'est le delta que vous aimez? Oui, j'aime beaucoup le delta. Ça fait 15 ans que je suis installé ici, donc j'ai mes racines maintenant. Alors là, toutes ces grues ont été installées dès les années 94? Oui, 94-95. La première phase du port était la partie avant que vous voyez. Ah, d'accord. Au fur et à mesure, il s'est développé par tronçon, cette partie-ci. Il y a un port pétrolier qui s'est greffé entre les deux. Et après, tous ces pontons-là se sont développés en avec dernier. Le container et l'activité commerciale. Ouais. Donc là-bas, ce qu'on aperçoit, c'est vraiment c'est les portes de Saigon. C'est là, le grand pont que vous voyez, c'est un pont suspendu à haubans qui a été construit il y a 2 ans à peu près. Et là-bas, vous avez le cœur de Saigon, le cœur financier de Saigon, à travers la brume de pollution, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de pollution ici. Le port de Saigon est complètement saturé et il faut que le Vietnam trouve une autre ouverture. Et ils le font à travers les ports en eau profonde qui sont en construction sur la région de Cai Mep. Alors qui sont carrément sur l'embouchure vers la mer. Ils sont sur la mer directement. Voici donc le fameux Cai Mep, aux portes de l'océan. Enfin, ce qui sera d'ici 5 ans peut-être le grand port de Cai Mep, capable d'accueillir les plus gros navires, quand la crise ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Zone désertique, le chantier est arrêté, tout est stoppé, comme la plupart des investissements étrangers essentiels pour le Vietnam. Bon, ben nous y voilà, Bruno, le fameux nouveau port de Saigon. Énorme zone portuaire, mais fantôme. Tout à fait, entièrement vide. Donc tu vois, là, c'est le début de la construction de notre quai. On a enfoncé les pieux en béton à une profondeur moyenne de 50 mètres, 60 mètres. Donc ça sera une plateforme? C'est le quai principal, le quai qui en phase numéro 2 devra faire 1 km 150. Nous retrouverons Bruno et Laurent tout à l'heure. Pour l'instant, nous quittons le port fantôme de Saigon, mais nous restons au cœur du delta qui est aussi le grenier à riz du Vietnam. Pourtant, depuis quelques années, un ennemi insidieux a fait son apparition dans les rizières. Cet ennemi, c'est le sel. Le Vietnam est le 2e exportateur de riz au monde. Il rêvait même de devenir le premier. Mais ces derniers temps, rien ne va plus. Les riziculteurs se sont découverts un nouvel ennemi, la mer. La mer qui s'infiltre un peu partout. À l'image de M. Ba, ils sont des milliers de paysans dans le delta qui tremblent à chaque récolte. Lui vient de choisir une nouvelle variété. Une variété hybride mise au point en laboratoire pour résister au sel. Et les résultats cette année semblent plutôt encourageants. À force de croisements et de manipulations génétiques, ces nouveaux riz tolèrent les intrusions salines, bien mieux que les variétés traditionnelles. Il est bon ce nouveau riz vietnamien, c'est du riz de qualité. Le grain est ferme, il est bien mûr.
En revanche, ça, c'est mauvais. Ça se vend mal. Le grain est rouge vif. Il est salé, celui-là? Non, non. Il n'est pas salé. Mais il n'aime pas le sel. Monsieur Bas reprend espoir. Les quelques épis rouges qui parsèment encore son champ ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Ce sont les traces des anciennes variétés qu'il cultivait, des espèces trop fragiles dans le nouvel environnement du delta. La terre a changé de nature. Elle est devenue plus salée, plus acide. On est tout près des canaux qui viennent des écluses. Les écluses permettent de séparer les réseaux de canaux en deux. Mais l'eau salée passe en dessous. À l'eau de mer qui s'infiltre sournoisement dans les terres du delta, il faut ajouter la menace des rats qui prolifèrent ces dernières années. C'est plein de rats ici. Rats, sel et pesticides forment désormais un cocktail détonnant qui met en péril l'avenir de ce que tout le monde surnomme ici le grenier à riz du pays. Pour pousser, le riz a besoin d'eau douce, beaucoup d'eau douce. Dans les régions intérieures, c'est la saison des pluies qui fournit les réserves indispensables. Dans le sud, c'est le Mékong qui alimente en eau les rizières et maintient le riz en vie. Mais sur ces terres basses, entre les bras du fleuve, la menace est partout quand arrive la saison sèche. Et Monsieur Bas voudrait bien nous le montrer. Pour lui, le danger, ce sont les écluses mal entretenues tout autour du village. Celles qui, régulièrement, laissent passer l'eau salée. Là, on arrive au niveau de l'écluse publique. C'est elle qui empêche l'eau salée de passer, ce qui nous permet de cultiver le riz et les céréales. Ce côté-là, c'est l'eau salée, et de l'autre, c'est l'eau douce. Monsieur Bas ne veut pas trop pointer les erreurs locales pour ne pas s'attirer des ennuis. Avant, il n'y avait pas de dégradation des terres avec le sel. C'est à cause de tous les aménagements du réseau routier construit par l'État qu'on a des problèmes. Avant, l'eau salée ne pouvait pas venir jusqu'ici. Longtemps, ces milliers de digues astucieusement aménagées et entretenues empêchait toute salinisation des terres. Mais la volonté politique de réguler le Mékong pour produire plus depuis 30 ans se solde par un constat terrible. 700 000 hectares de rizières sont touchés par les infiltrations d'eau salée. Nous partons à une quinzaine de kilomètres de là, découvrir cette mer toute proche, montrée du doigt et qualifiée de menaçante. Contre toute attente, pas d'érosion, pas de houle violente. Ici, l'océan recule et la terre a tendance à avancer. La protection naturelle des mangroves, complétée par endroits de digues artificielles, permet de faire face aux tempêtes et aux grandes marées. C'est par un immense dédale de canaux artificiels que l'eau de mer arrive jusqu'à Backlieu. En cette période de saison sèche, ces eaux ne devraient surtout pas s'engouffrer dans les canaux qui bordent les rizières. C'est là que l'ouverture des écluses, parfois nécessaire, pose de gros problèmes. Madame Dung, la propriétaire d'une minoterie dans le delta, connaît bien cette situation. Vous voyez les jassins d'eau? Quand elles rentrent, c'est que l'eau salée rentre. Là, c'est donc ouvert en ce moment. Oui, ils ont ouvert l'écluse. C'est de l'eau de mer jusqu'à là-bas. Il y a des élevages de crevettes en plus de la riziculture de ce côté-là. Élever des crevettes sur des terres où le riz a du mal à pousser, c'est risquer de condamner définitivement des rizières dont la salinité deviendrait trop élevée. Ces dernières années, la production de riz s'est ralentie dans le delta. Mais l'aquaculture, de son côté, a tendance à augmenter. De temps en temps, il y a encore des parcelles où le riz ne pousse pas bien là-bas. Il jaunit.
Les rizières près de l'écluse, par exemple, elles sont très salinisées sur 500 voire 1000 mètres tout autour. Ici, ça va, mais là-bas, ils doivent utiliser des variétés de riz très résistantes au sel. Même la 504 rougit. On ne peut plus la planter près de l'écluse. Tout est contaminé par l'eau salée de ce côté-là. La réponse à la salinisation des terres est devenue une priorité. Car le Vietnam a compris qu'il devient impossible de maintenir les nouveaux records de production de ces dernières années. Celle qui porte tous les espoirs, c'est Madame Lang. Elle est généticienne et c'est l'une des plus grandes spécialistes du riz au Vietnam. Je vais à Bac-Lieu pour faire une formation pour les paysans sur les nouvelles semences. Nous étudions et nous créons de nouvelles variétés de riz qui résistent mieux aux inondations et à la salinité. Et on les donne aux paysans pour qu'ils les plantent sur leurs terres. Après, ils nous font part de leur avis sur les résultats pour chaque espèce. On les aidera ensuite à les multiplier dans les rizières et on leur indiquera les procédures à suivre. Ce matin, une cinquantaine de fermiers de toute la province de Bac-Lieu ont répondu à l'appel de Madame Lang. La rizière appartient à Monsieur Ba et il a accepté de la louer pour qu'on y teste les nouvelles variétés. Des croisements d'espèces traditionnelles, mais surtout des riz hybrides conçus en laboratoire et désignés par des numéros. Chaque fermier va ainsi pouvoir juger des résultats. Les feuilles de cette variété restent bien vertes. C'est très important. Oui, mais les paysans qui font 3 récoltes aiment bien cette variété, la 4900, même s'ils lui reprochent d'avoir une croissance un peu lente. Madame Lang invente les céréales de demain pour continuer de nourrir 80 millions de Vietnamiens. Conseils et injonctions politiques s'enchaînent. Il faut accroître les rendements et améliorer la qualité. La sécurité alimentaire de notre pays est très importante dans le contexte actuel de changement climatique. Mais il faut aussi penser à exporter. Chacun va repartir avec un sac de nouvelles semences qu'il doit tester sur ses rizières dès la prochaine récolte. En ce qui concerne le changement climatique, ici à Bac-Lieu, nous avons des marées qui augmentent et l'eau salée envahit régulièrement les terres. Il y a parfois beaucoup de pluie et les cyclones sont imprévisibles. Ce n'est plus comme autrefois. Et ce qu'on constate, c'est la salinisation croissante des terres. Les caprices du climat n'expliquent pas tout. Le Vietnam, dans sa course folle aux exportations, a mis en péril sa précieuse céréale. À vouloir produire toujours plus, certains sont allés contre le cycle naturel des flux et des reflux. Et par endroits, l'eau douce a perdu la guerre invisible que lui livre depuis toujours l'eau salée. Madame Lang est désormais le dernier rempart contre ce poison mortel. Un poison présent à l'intérieur des terres et avec lequel il faudra désormais composer. À Saigon, Bruno m'avait promis une surprise, de l'insolite. Alors retour au nord-est du delta et rendez-vous sur l'eau avec l'incroyable. Une école de voile, des dériveurs de sport, quelques bords et peut-être le vrai Bruno, le marin que le vent et l'eau font sourire. Et qu'est-ce qui t'a pris un jour de monter, d'envisager de créer un nouveau bateau et de monter un club de voile sur ce fleuve? Le plaisir, tu vas de naviguer au milieu de petits frères là qui vont y rentrer dedans. Ah, c'est quand même de la folie. Ah, c'est unique quand même. Hein. Bord tambour, un tout petit peu. Peut-être que ma passion de l'eau, c'est le risque aussi un petit peu. Ouais, les éléments. Ouais, pourquoi pas. Et t'as toujours été sur l'eau toute ta vie, toi? Oui. Ça a commencé comment? Une école de voile sur la Côte d'Azur. Ensuite, pour le salon nautique, j'ai nettoyé des bateaux pour avoir des places gratuites pour rentrer. J'avais 12 ans déjà. Il n'y a rien d'autre? Non, c'est bon, ça passe. Des étrangers, mais aussi des Vietnamiens viennent s'entraîner ici. Une équipe nationale se met d'ailleurs en place. Eux aussi ont dû choper le virus de Bruno. Contagieux, son amour du pays.
Il est sensible. Très sensible. Et je me croyais plus léger. Et moi, je suis lourd. Ça reste un dériveur traditionnel, rapide. Ouais. Ça, c'est la passion de l'eau, alors, en fait, qui t'a finalement ramené ici ou qui fait que tu te sens bien ici? Question. J'ai besoin de l'eau pour vivre. Donc je suis bien. On laisse Bruno tirer ses derniers bords entre les cargos pour partir tout au sud du delta. Là-bas, la vie s'organise en 2 périodes, la saison sèche et la saison des pluies. Chaque année, tous redoutent l'arrivée de la mousson. Les légendes sont tenaces dans le delta du Mékong. L'une d'entre elles prétend que l'année du dragon est annonciatrice d'une mousson dévastatrice. Les rivières sortiront de leur lit et balayeront tout sur leur passage. La mousson, traditionnellement source de prospérité, sera celle de tous les dangers. Cette légende, elle est racontée dans cette région reculée au sud du delta, où nous nous sommes posés pour quelques jours, un soir de mai dernier. Sur les berges trône, incontournable, la maison de Chunam, agriculteur et unique épicier du village de Tanoï. Il vit ici entouré de ses enfants et de ses petits-enfants. Sa maison, il a déjà dû la reconstruire à 2 reprises. À chaque fois, c'est un orage de mousson qui l'a emporté. Alors les légendes, il y croit et il les redoute. Certaines années, l'eau monte très rapidement jusqu'au plancher. Une fois, en moins d'1 heure, tout était inondé. Toutes nos cages à bestiaux en dessous ont été emportées. Alors la mousson, on la connaît bien, oui. On sait qu'avec les orages et le vent qui l'accompagnent, si elle veut, elle peut nous tuer. Ensemble, avec sa femme, ils ont affronté 4 terribles moussons ces 25 dernières années. La plus violente avait emporté 12 personnes du village. On prie les dieux chaque année pour que le ciel ne nous envoie pas trop de pluie et que les eaux ne montent pas. On leur demande toujours, mais ils sont têtus les dieux, et ils font ce qu'ils veulent au final. Une mousson, voici à quoi cela ressemble. Des pluies violentes, des tempêtes et le fleuve qui finit par sortir de son lit. L'année dernière, elle s'est montrée particulièrement dévastatrice. 30 000 personnes ont dû être évacuées en urgence et près d'une centaine ont été tuées. Les berges et les rizières sont inondées, les villages sont cernés et engloutis sous des mètres d'eau. Le village de Tanoï se trouve dans l'une des 2 provinces qui ont été les plus touchées. Chaque année, à la même période, les habitants se préparent au pire et le transforment en forteresse. Le mois de mai, le mois des grands travaux, chacun surélève sa maison pour faire face à une brusque montée des eaux. Ah, c'est parfait. Les autorités nous ont prévenu que la mousson risquait d'être très forte cette année. Et que disent-ils exactement? Ils ont annoncé 30 à 40 cm d'eau en plus. Comme la majorité des villages du delta, celui de Tanoï surplombe un des affluents du Mékong, le fleuve Tiep, qui se jette dans la mer 70 km au sud. Approchez, ils sont très heureux de vous voir. Les 26 cochons de Chunam ont eux aussi vécu des moussons mouvementés. Chunam possède également des buffles et des chèvres qu'il a déjà mis à l'abri sur des terres plus élevées, une trentaine de kilomètres au nord. Chacun a fait pareil avec ses propres animaux. Ils appellent cela la transhumance de la mousson. L'eau était arrivée jusque-là, et eux, ils couraient comme des fous. Ils s'amusaient comme des petits-enfants.
Si ça recommence, on les emmènera sur la digue. Le fleuve, Chunam et son épouse le contemplent tous les jours depuis chez eux. Il est là, quelques mètres en contrebas, 6 mètres très exactement. Sa hauteur varie au rythme des marées de la mer de Chine. Depuis quelques jours, leur quiétude est mise à mal par l'arrivée des pelleteuses du gouvernement. Elles sont au bout de la rue. Elles opèrent dans toute la région en cette veille de mousson. Le long des berges, elles colmatent et surélèvent jour et nuit. Cette digue a toujours été au centre de nos préoccupations, chaque année. Elle était petite et fragile et on se demandait tous si elle allait tenir une année de plus. Enfin, le gouvernement a décidé de la renforcer et de la relever. Les autorités de la province ont débloqué cette année plus de 5 millions d'euros pour remettre les digues et les barrages en état. Des grands moyens pour protéger un trésor. Le voici qui s'étend à perte de vue. Du riz, qui nourrit et fait vivre les 3/4 du village. Le riz, c'est l'or vert du Vietnam. Le delta est la région la plus fertile du pays. Chunam possède, lui, 2 hectares de rizières qui lui rapportent 3 000 € en moyenne chaque année. Sauf en cas de grande crue. L'année dernière, l'eau est montée jusque-là, au début. À la fin, elle était arrivée jusqu'ici. Tout ça là-bas, c'était plein d'eau. 2 digues ont cédé juste au moment où l'on terminait la récolte. Les rizières de ce côté ont été complètement recouvertes. Ici, on a réussi à sauver l'essentiel. La saison qui s'annonce est pour eux autant espérée que redoutée. Espérée car le riz a besoin de grandes quantités de pluie, mais trop d'eau et les digues ne résistent pas. Les digues qui cèdent, c'est ça qu'on redoute le plus. Malgré ce risque, il faut qu'on travaille. Certains ont décidé de partir du coup. Mais nous, on restera quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, même si la nature est parfois hostile. On a la chance de travailler. On n'est pas riche, on n'est pas tout le temps heureux, mais on l'est parfois et ça nous suffit. Des instants de bonheur, il y en a tous les soirs en ce moment. Chunam s'est improvisé maître nageur pour ceux qui seront bientôt les plus exposés aux caprices du fleuve. Allez, écarte bien tes bras. Parmi les 85 victimes de la dernière mousson, la majorité étaient des enfants. Le fleuve, source de vie et de danger. Dans 3 mois, son débit sera 5 à 10 fois plus important. Le niveau de l'eau devrait être, quant à lui, 4 à 5 mètres plus élevé. Nous l'avons parcouru avec Chunam vers le sud, puis emprunté les canaux pour contourner le village. Le long des berges, l'enchevêtrement des pilotis qui soutiennent les maisons, comme de fragiles allumettes posées dans l'eau. Vous voyez la maison là-bas? L'eau arrivera jusqu'au plancher. Pour l'instant, le gouvernement autorise les habitants à bricoler leur construction, mais c'est bientôt fini. Une digue va être construite à la place et ils vont devoir partir. Sans compensation. On leur proposera de l'argent ou des terres pour qu'ils partent. Toutes les maisons vont disparaître. Ce sont des digues comme celle-ci qui verront bientôt le jour. Sur notre route, un défilé ininterrompu de barges chargées de sable. Du sable pour colmater, surélever et renforcer les brèches. Depuis 2006, le gouvernement a consolidé plus de 300 km de digues.
Il n'a pas le choix et il le sait. Sans cela, la mer inondera, selon les projections des scientifiques, 30 à 40% du delta dans les prochaines décennies. Chaque mousson fait craindre le pire. En 2050, un demi-million de personnes dans la région seraient contraintes de changer de lieu de vie. Un exode forcé qui, pour beaucoup, pourrait commencer bien avant. Chunam a tenu à ce que nous rencontrions son voisin et meilleur ami. Le voici. L'année dernière, en pleine nuit, il a failli mourir avec sa fille dans une tempête de moussons. Aujourd'hui, les autorités les encouragent à partir pour s'installer dans un endroit plus sûr. C'était terrible, indescriptible. J'étais piégé dans l'eau. Vous avez eu très peur? Oui, pourtant vous avez vu comme je suis costaud. Je risquais la chute dans l'eau à tout moment. J'étais pétrifié et je serrais les fesses. J'ai fait partir ma femme et ma fille ce jour-là. Ici aussi, la digue s'est rompue. L'eau est passée par-dessus et a tout emporté sur son passage. Même le pylône là-bas a été emporté. Voici tout ce qu'il reste de la maison voisine. À l'intérieur dormait un couple et ses 2 enfants. Depuis, j'ai mis des renforcements en tôle dans notre maison et des câbles que j'ai attachés aux manguiers et aux cocotiers tout autour. Imaginez que ma fille, c'est la maison. Elle ne bougera pas, tellement que je l'ai attachée. Ni d'un côté, ni de l'autre. Elle restera en place. Elle est tenue dans tous les sens. Vous comprenez? Du coup, on ne partira pas d'ici. De toute façon, on n'a nulle part où aller. Si le gouvernement nous propose une solution, on bougera, mais il n'y en a pas. Et en plus, on n'a pas d'argent pour acheter une nouvelle maison. Bien sûr, on est ouvert à toute proposition du gouvernement. Cette année, pourtant, il sait qu'il devrait partir. Son père lui a transmis un secret pour connaître les caprices du fleuve à l'avance. Et ce secret ne lui annonce rien de bon. Il prélève l'eau le dernier jour de chaque année et le premier jour de la suivante. Puis il les pèse. Regardez, l'eau de l'année dernière était légère comme ça. Et celle-ci, elle pèse plus. Ça veut dire que l'eau du fleuve va monter encore plus haut cette année. Ça va être terrible. Tuez-moi si je mens, mais je vous jure que si on tombe dedans cette année, on ne se relèvera pas et on sera mort noyé. On sera vraiment chanceux si on reste en vie. Deux mois plus tard, la mousson fait ses premières victimes dans le nord du pays. Des pluies diluviennes et des glissements de terrain tuent 27 personnes. Nous sommes revenus dans la province à la même époque. Les pluies avaient en apparence gagné en intensité, tout comme le débit du fleuve, dont la teinte était devenue boueuse. Rendez-vous avait été pris avec le Comité populaire de gestion des risques pour un état des lieux en cette fin de mois d'août. Première et bonne nouvelle, les digues étaient toutes bien en place. Les niveaux d'eau étaient plus élevés l'année dernière. Par exemple, au 21 août, le niveau relevé dans le district était de 2,18 m. En comparaison avec l'année précédente, c'est 80 cm de moins. Mais à partir de maintenant, l'eau peut monter vite. À 4,20 m ou 4,30 m, ce sera très dangereux. Je pense que nos barrages ne tiendront pas. Dans le village de Chunam, il pleut maintenant plusieurs heures par jour. La mousson est bien installée, mais pas de dégâts à signaler, ni de menaces de crue. Les barrages et les digues n'ont pas cédé au grand soulagement des habitants. Une mousson en somme ordinaire, et qui se montre même généreuse. Dans le sud du delta, nous avons retrouvé Chunam, dans sa nouvelle vie, celle de pêcheur.
L'eau est montée de plus de 2 mètres depuis notre dernière visite. Quelques rizières à l'entrée du village ont été volontairement sacrifiées. Les habitants ont ouvert les barrages pour les inonder et les transformer en immenses zones de pêche. Il fait bien frais. Le poisson nous attend. Vous avez vu comme c'est beau? Il se rend tous les jours à l'aube dans ce paradis aquacole. Un système de filets a été installé pour retenir les poissons sauvages, les escargots de mer et autres coquillages. Ça c'est du crabe, du carreau, et là des petits câlins. On a beaucoup de poissons très différents. On les trouve uniquement dans cette partie du delta. Ils sont petits, mais dans un mois, vous verrez, ils seront gros comme ma main. Cette éphémère saison de pêche est très attendue. Elle s'étend sur 3 mois et permet aux plus chanceux et aux plus déterminés de doubler, voire tripler leur salaire sur une seule saison. On gagne entre 35 et 40 $ par jour. Parfois même 50 $. Une fois payé les factures, sur une mousson, je peux gagner presque 3000 $. Si on compare avec ce que nous rapporte le riz, c'est très avantageux. Avec 1 hectare, tu gagnes moins. Tu peux espérer ramener 1000 ou 1500 $. Si tu veux plus, il te faut plus de terre. Alors que pendant la mousson, t'es presque sûr que la pêche te rapportera le double. On vous sent heureux. C'est un moment de l'année qui vous plaît? C'est une période romantique. Pendant la mousson, l'eau s'offre à nous tous pour pêcher. La vie est facile pour tous les habitants parce qu'il y en a pour tout le monde. La nature nous donne ce qu'elle a. Tout est simple. Ils nous ont quittés avec une promesse, celle d'une pêche miraculeuse à notre retour. Ils chargeront alors sur leur barque, nous ont-ils confié, 300 kilos de poissons et de crustacés. 10 fois plus que ce matin-là. Un mois et 1 mètre plus tard. Les niveaux du fleuve sont au plus haut, mais ils ne monteront quasiment plus. La fin de la mousson est proche. C'est désormais en barque, le sourire aux lèvres, que les enfants vont à l'école. Le long des berges, toutes les maisons ont résisté. Cette année, disent les habitants, les marées ont été faibles. D'habitude, les eaux de la mer de Chine pénètrent le delta sur plusieurs centaines de kilomètres. Alors que tous nous prédisaient le pire, que s'est-il passé? Nous sommes retournés voir notre ami, celui qui s'amusait à peser les litres d'eau. Je vous ai vu arriver de loin. Je ne suis plus du tout inquiet. Le barrage devant chez moi a été bien construit et je sais qu'il tiendra bon. Donc, tout va bien. Oui, tout va bien. À l'écouter, sa maison devait être balayée. L'eau est montée, certes, mais dans des proportions bien raisonnables. Alors, cette année du dragon, tout le monde s'est fait avoir? Oui, tout le monde est tombé dans le panneau. Il ne s'est rien produit. Et moi aussi, j'y ai cru, et je me suis trompé au final. C'est peut-être tout simplement parce qu'il a plu beaucoup moins. Ce n'était donc que ça. Il a suffi de quelques averses en moins pour que tout aille pour le mieux. Chunam, quant à lui, savoure ses airs de printemps. Il se rend de fête en fête. À la fin de la mousson débute la saison des mariages.
Notre existence tout entière est liée à celle du fleuve. Quand l'eau monte, on vit avec. Et quand elle se retire, c'est la même chose. On reprend le travail dans les champs. Avant la mousson, on est toujours inquiet. Quand elle est là, on est content. Et à la fin, on est soulagé quand tout s'est bien passé. Et c'est comme ça chaque année. Chunam et ses amis ont eu de la chance cette année. Ailleurs dans le pays, la mousson a frappé durement et provoqué des morts. Comme à chaque saison, elle aura offert le meilleur, comme le pire. Il est l'heure maintenant de retrouver notre page grand format